Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle saison de Plus ou moins Geek, la saison 3. Nous sommes toujours là, personne n'a réussi à nous tuer. Vous allez passer avec nous 52 minutes de pur plaisir avec plein de nouveautés, il y a plein de surprises, vous allez voir, vous allez découvrir ça aujourd'hui, là tout de suite, dans cette émission-là, et puis dans les suivantes. Mais ce qui ne change pas, c'est quelques membres autour de ce plateau. L'indéboulonnable Laurent Kessy, l'auteur à lunettes, qui n'était pas pour l'émission. Un petit nouveau, c'est notre newbie, oh qu'il est mignon, c'est Joe, notre expert série télé. Et pour finir, la crème de la crème. Tellement de crème qu'il n'a plus de cheveux. Notre expert cinéma, Rurik Salé. Et qui, pour nous accompagner pendant une heure, notre invité, c'est François. François Descraques, bah viens, mon petit François, regarde. Bah ouais, tu nous as accompagnés quand même pendant la première saison. Tu as survécu à la première saison. Il a été un petit peu présent dans la deuxième. À distance. Et donc, officiellement, je peux dire, tu es notre parrain. Oh, c'est bon. Le temps qu'on pleure, le sommaire. Au programme aujourd'hui, vous découvrirez ou redécouvrirez la série Newsroom, une interview de Corbier suivie de notre débat, le film coup de poing The Incident, le jeu de rôle Sherlock Holmes, le romancier Joe Lansdale et plein de nouveautés pour cette saison. Une nouvelle rubrique pilotée par Seb Lacheret, le Geektionnaire, l'année geek par Rudy Pomaret, transfert de la Flanders Company, Science Friction avec Baptiste Poulain et pour finir en claquant de l'argent, la shopping list. Il avait hiberné depuis la fin de la saison 2, nous le réveillons. Pour la saison 3, c'est Laurent Kessy. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. C'est qui ce monsieur Ce monsieur a été recruté, il m'a remplacé parce que j'ai pris ma retraite. Et d'ailleurs, je prends ma retraite de cette émission. Au revoir. Au revoir David. Non, de quoi et donc, ce soir, en plus, moi. Oh là, je savais que ce mec-là allait prendre ma place. De quoi tu nous parles? J'ai pas envie de vous le dire, on regarde la vidéo et c'est vous qui allez on n'a pas envie de la regarder. You were an Elvis impersonator. You fell off a stage and broke your hip? When was it? 20 years ago. Actually, they took a piece of my brain. I got a little bag of sand up there now. Jack, President Kennedy was a white man. They dyed me this color. What we have here at Shady Rest is an Egyptian soul sucker of some sort. Some kind of Bubba Hotep. Alors, on rappelle le pitch de Bubba Hotep pour ceux qui l'ont pas vu, parce que c'est un petit peu absurde et carrément fou. C'est l'histoire de Elvis, pas mort dans une maison de retraite, qui est avec JFK, mais dont le cerveau a été greffé dans un black, voilà, un fauteuil roulant. Et ils affrontent une momie diabolique qui vole les âmes de leurs congénères. Enfin, c'est Lansdale, donc c'est un auteur qui est né en 54 dans l'East Texas. Et c'est une région qu'il a jamais quittée. Alors le Texas de l'Est, à côté de la Louisiane, voilà. C'est pas le Texas de. C'est pas Walker Texas Ranger, c'est le Texas où ça parle un peu français, quoi. Ouais, encore pas vraiment. C'est limite de la Louisiane, quoi. Peut-on arrêter ce cours de géographie, s'il vous plaît? Pardon. C'est pas le Texas de l'auteur de Conan, Robert Howard. C'est un peu plus à l'est. Il y a des marécages, des bayous. Mais ça reste quand même une région avec des gens assez pauvres. C'est pas le Texas des pétroliers et tout ça. Du racisme assez ancré. Enfin, c'est le Texas du racisme ou pas? Oui, ouais, quand même, rassure-moi, d'accord, c'est vrai. Très bien. Sinon, c'est le Texas. Oui, voilà. Les valeurs Texas, racisme, quoi, je veux dire. Et ce Joe, pas toi, et ce Joe. Et donc, ce Joe Lansdale. Mais alors, je parle de l'East Texas parce que ça imprègne vraiment toute son œuvre. Beaucoup de ses textes se déroulent là-bas. Il commence en 80 à l'âge de 30 ans. Alors, comme tous les auteurs américains, il a fait 1000 métiers avant d'écrire. J'ai noté, il a été fermier, chercheur d'or, charpentier, plombier. Et donc, il commence à publier à 30 ans à peu près, en 80. Et plutôt des nouvelles. Alors, il en a écrit, je sais plus combien, un gros paquet. Voilà, une bonne tripotée. Plusieurs centaines de nouvelles. Ah oui. Et 25 romans, essentiellement au début d'horreur.
Et de le trucs driving. absurdes. Le driving, c'est un truc d'horreur. Par exemple, driving, Les Enfants du Razor aussi, qui a été traduit. beau Dead comme in the titre. West. Dead in the West, qui est un western zombie. Il a fait ça, lui, bien avant que ce soit à la mode. Voilà. Et à partir des années 2000, il commence à écrire des polars. Et c'est là vraiment qu'il devient un peu plus connu et que ça marche vraiment pour lui. Notamment un bouquin qui s'appelle Les Marécages, qui est son chef-d'œuvre et qui va sans doute être adapté bientôt au cinéma. Ah bon, par qui tu sais? Jean Non, Marais. je sais pas par qui. D'accord. Jean Marais, je la redis. Jean Marais. Oui, non. Ah, énorme! J'adore. Alors, Les Marécages, qui est l'histoire d'un gamin de 13 ans sur les traces d'un serial killer dans l'East Texas, mais durant la Grande Dépression. Est-ce qu'on peut se permettre de dire Texas de l'Est ou pas? Ou est-ce que, tu vois... Écoute, j'aime bien dire East Texas. C'est comme Ça email. ça donne une Moi, j'ai T'as quelques petites nouvelles là qui pourraient nous Alors, commenter comme. le truc dont je vais vous parler, c'est une série de romans, la série des romans de Pardon, excuse-moi. App et Léonard. App Collins et Léonard Pine, qui est un duo de bras cassés entre 40 et 50 ans. Que tout oppose, mais qui sont pourtant les meilleurs amis du monde et qui sont comme deux frères. App Collins, qui est blanc, 45 ans, qui vote démocrate. Démocrate. C'est le mec, j'ai le droit à la saleté. Et qui, lui, est plutôt progressiste et qui se pose plein d'états d'âme sur ce qu'il fait, parce que avec son pote Léonard Pine, qui lui est vote républicain, mais qui est noir et homosexuel. Et donc, ce qui est un peu difficile dans l'East Texas, ça peut parfois créer des problèmes dans ce duo improbable. Et tous les deux, ils font un peu le coup de poing. Ils sont embauchés par un détective privé de temps en temps. Mais ce que tu nous dis par rapport à Lansdale, c'est qu'il aime bien mettre en scène des noirs, ce qui est plutôt pas particulièrement texan dans l'esprit. Il a un côté un peu fuck-off. Alors justement, Lansdale, il est entre les deux. Il a ce côté un peu bouseux du Texas, mais en même temps, c'est un mec très très cultivé, très évolué et qui est anti-raciste à fond. Ouais, voilà, cool. Il est comme ça. Donc il essaye aussi de parler de ça et de montrer la connerie des gens qui habitent le Texas. Un autre truc que j'ai pas dit sur Lansdale et qu'on voit dans la série de App et Léonard, c'est qu'il a inventé son propre art martial qui s'appelle le Shan Chuang. Alors tout de suite une démonstration. Une démonstration. Et c'est un mélange de plusieurs trucs. Ouais, c'est un mélange de plusieurs trucs, d'aptido, de je sais pas quoi. Juste pour vous dire que voilà, au-delà du côté des noms, c'est action. Les scènes d'action sont hyper bien troussées. Il y a aussi beaucoup d'humour. Je finis avec une citation du dernier roman qui s'appelle Devil Red. Il y a 8 romans de App et Léonard. Ils arrivent chez un type, il y a une secrétaire qui est affreuse et qui est habillée vraiment comme un sec, et donc ils décrivent, elle portait un short qui laissait voir trop de son cul, et sur son cul il y avait un tatouage qui ressemblait à une inscription qu'aurait pu faire un poulard tritrique dans la terre avant de mourir. Eh ben c'est magnifique, et j'ai envie de dire que Stéphane Gallo, qui revient pour une nouvelle saison avec nous, a exactement le même tatouage, et je vous dirai pas dans quelles circonstances. Je l'ai découvert. Bienvenue dans votre parenthèse ludique. Comme on aime vous présenter des ovnis ici, aujourd'hui, je vais vous proposer un jeu vraiment à part, Sherlock Holmes, détective conseil. Publié pour la première fois en 1981, ayant raflé à l'époque tous les prix les plus prestigieux, Sherlock Holmes a été judicieusement réédité par Historic Games en 2011 et a été récompensé d'un As d'or au Festival international du jeu de Cannes en 2012. Le but du jeu, vous confronter aux affaires criminelles les plus retorses des années 1888 pour tenter de les résoudre. Serez-vous de taille pour démêler les fils d'une intrigue telle que la malédiction de la momie ou les mystères de Londres? Plus difficile encore, saurez-vous faire mieux que Sherlock Holmes lui-même? S'il est possible de jouer à plusieurs à Sherlock Holmes, que ce soit en coopération avec les autres ou en mode compétitif, chacun essayant de supplanter ses petits camarades, le jeu se prête assez au solo et la plupart des joueurs le pratiquent ainsi, mesurant leur capacité de déduction à celle du plus grand des détectives. Pour le moment, Anthony découvre seul les éléments du jeu. Il a rapidement parcouru le livret de règles et il s'attaque maintenant à la première des 10 enquêtes fournies dans la boîte de base. Anthony a commencé par lire les éléments de l'enquête tels que rapportés lorsque l'affaire est arrivée entre les mains de Holmes. Les faits sont présentés sous la forme d'un court texte rédigé de façon littéraire d'à peu près 1 page et demie. Cela ressemble finalement à l'introduction d'une nouvelle policière. L'affaire en cours est datée du 12 mars 1888 et la victime est un magnat des affaires possédant une manufacture d'armes. Pour résoudre ce cas particulier, notre investigateur dispose de plusieurs armes, un plan de Londres, un annuaire, le journal du jour, un livret dans lequel se trouvent les résultats de ses actions et, le plus important, son esprit de déduction. En prêtant attention aux différents éléments donnés dans le texte, Anthony a déjà noté quelques premières pistes. John est entré en scène. Finalement, nous aurons bien un Watson pour cette enquête.
Anthony récapitule pour lui les éléments qu'il a réunis jusque-là. Le décès de la victime profite à différentes personnes au sein de la société. Comme son entreprise est en contrat avec différentes puissances étrangères et qu'il s'agit de contrats militaires, il pourrait également s'agir d'une affaire d'une autre ampleur, mêlant la politique et le monde des affaires à ce crime odieux. Enfin, M. Allen avait apparemment une relation avec une femme mariée, ce qui pourrait constituer une piste de plus en supposant que le mari cocufié ait eu vent de cette information. Anthony a relevé le nom des derniers rendez-vous de M. Allen et pense leur rendre visite prochainement. D'un élément du texte, il déduit également que la personne que fréquentait la victime était probablement d'origine allemande ou prussienne, ou, à minima, originaire d'une de ces nations. Pour le moment, il souhaite se rendre sur les lieux du crime pour en apprendre plus. John a donc récupéré l'annuaire et est en train de chercher l'adresse de la manufacture Grant, lieu du crime. Anthony ouvre le livret au numéro en question et lit le passage concerné. Un peu comme dans un livre dont vous êtes le héros, mais en étant complètement libre de ses mouvements, Anthony a progressé dans son enquête et poursuivi plusieurs pistes relatives aux affaires de M. Allen. Ayant relevé des indices sur la scène de crime, et notamment la marque de cigarette que fume l'assassin, il a visité différents revendeurs de cette marque et isolé un nombre restreint de suspects. Il hésite maintenant à leur rendre visite et a surtout l'impression d'oublier quelque chose, un élément important de l'enquête. De son côté, John feuillette d'un œil distrait le journal. Soudain, un article arrête son regard, quelque chose à propos d'un bijou disparu qui a déjà été évoqué un peu plus tôt dans le cadre de l'affaire. Ils viennent d'identifier l'amante de M. Allen et donc son noble de mari. Mais s'agit-il bien de l'assassin ? Après quelques péripéties et plusieurs fausses pistes, Anthony et John ont décidé de mettre un terme à leurs investigations. Ils pensent tenir leur suspect. 8 questions les attendent à la fin du livret, avec le fin mot de l'histoire. Chaque réponse leur vaudra des points. Sherlock Holmes a fait 100 points sur cette enquête. De leur côté, nos enquêteurs s'en sont bien tirés avec un total de 105 points. Mais Sherlock a résolu cette affaire en ne suivant que 4 pistes, contre une quinzaine pour nos enquêteurs. Cela va sacrément réduire leur score et les amener bien loin des 100 points du célèbre détective. Mais que voulez-vous, c'est logique, on ne bat pas si facilement le maître de Baker Street. Stéphane que vous retrouverez tout au long de la saison 3, mais par contre là, une petite nouveauté, même une grosse nouveauté, Sébastien Lacheret, un nouvel arrivé dans cette équipe, qui vous présente le Geektionnaire, un terme geek décrypté en 2 minutes. Bonsoir et bienvenue dans ce Geektionnaire consacré au showrunner, ou chauvruné. Je suis ruiné. Showrunner, terme utilisé principalement aux States et au Canada, désigne un producteur exécutif. Omnipotent, chargé de s'assurer de la cohérence de l'ensemble de la série, car le plus souvent scénariste et créateur de la série, le showrunner est le garant de la continuité artistique de son univers, de son ambiance, de sa couleur, de son ton. Véritable chef d'orchestre, le showrunner se doit d'être extrêmement organisé, polyvalent. C'est la bible de la série, le dieu. Au-dessus de lui, il y a... il y a les diffuseurs, ouais. Non seulement le showrunner insuffle sa vision personnelle à la série, mais il décide aussi du casting, de l'équipe technique, du décor, des costumes, de la musique, de la tronche des figurants, du nombre de mouches qui pètent en arrière-plan et gère même les relations avec la presse et les studios. Il faut savoir qu'une série est écrite à plusieurs mains par un pool de scénaristes, eux aussi préalablement choisis par le showrunner, qui vérifie après écriture la cohérence des scripts vis-à-vis de l'histoire globale, du rôle et du caractère de chaque personnage, ainsi que le style de la série. Tu te tais, tais-toi, t'es où ça va bien là? On peut citer parmi les showrunners réputés Joss Whedon, Matt Groening, Shonda Rhimes, Alan Ball ou encore David Chase. En France, le partage des tâches au sein de la production audiovisuelle ne permet pas d'avoir d'équivalent au poste de showrunner, bien que certains s'en approchent. Et si jamais je tends le bras, ça fait quoi? Bon, à la rigueur, quand on filme soi-même l'anniversaire de Mémé en ayant choisi sa robe, la position du chien, la couleur de l'abat-jour, la cylindrée du déambulateur, on peut éventuellement se considérer comme un show... Non, c'est complètement con. Non, c'est con. Tu as raison de t'applaudir, Joe, car tu es le petit nouveau de cette équipe lors de cette émission, et c'est à toi, tu as récupéré les séries télé, je t'ai offert ce cadeau, ce don de Dieu. Joe, c'est à toi. De quoi tu nous parles, Joe? Nous allons parler aujourd'hui d'un political drama, d'un drame politique, n'est-ce pas? Intitulé Newsroom, créé par Aaron Sorkin. On en reparlera plus tard pour la chaîne HBO. On regarde déjà un petit extrait. As a news anchor, you've almost religiously avoided stating a political allegiance.
You're popular because you don't bother anyone. Are you willing to say whether you lean right or left? Can you say why America is the greatest country in the world? I'm not letting you go back to the airport without answering the question. Why is America Not the greatest country in the world, Professor. That's my answer. Alors il s'agit de Jeff Daniels, vous avez pu le voir. Jeff Daniels qui joue dans Newsroom le rôle de Will McAvoy, qui est un petit peu le PPDA local de la chaîne Newsnight. Il présente donc les infos du soir, c'est l'émission la plus regardée. Lui, c'est un présentateur très très apprécié aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que il a une tête aimable et il est toujours resté totalement neutre. Mais c'est quelqu'un de très 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 intelligent. Et un jour, lors d'une conférence publique, une étudiante qui est dans l'assistance va se lever et va lui demander Monsieur Will McAvoy, vous qui ne vous êtes jamais vraiment mouillé, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui avec vos mots pourquoi, selon vous, les USA sont la plus grande nation mondiale? Et là, il va se passer quelque chose dans la tête de Will McAvoy, il va vriller complètement, on ne sait pas exactement pourquoi, mais en tout cas, il va expliquer très brillamment pourquoi les États-Unis ne sont absolument pas la plus grande nation mondiale, que c'est plutôt le contraire et qu'ils ne sont pas sur la bonne voie pour redevenir la plus grande nation mondiale. Parce qu'il sous-entend quand même qu'elle l'a été à un moment. Je ne sais pas quand exactement, entre 62 et 63, il me semble. Mais tu dénonces, ça va te coûter cher. Mais lui aussi dénonce la NSA beaucoup. T'écoute. Lui aussi, Will McAvoy, il dénonce. Regardez la série chez vous, il dénonce très très fort. Et donc ça va faire un tollé, évidemment, ça va faire un scandale complet. Et lorsqu'il va revenir à la rédaction de son journal chez Newsnight pour la chaîne ACN, chaîne fictive dirigée par Bridget Fonda, d'ailleurs, dans la série. Et oui. Qui, elle, a joué pour Sam Raimi. Jane Fonda, pas Bridget Fonda. Jane Fonda, pardon, mais non, sa fille. Oui, non, Jane En tout cas, c'est pas Peter Fonda, on est d'accord. Non, c'est Jane Fonda. C'est pas Henry Fonda. Ouais. Voilà, exactement. Non, c'est Jane Fonda, donc, qui joue la CEO de Newsnight. Elle va dire à Will McAvoy, écoute mon vieux, tu vas prendre quelques semaines de vacances parce que là c'est pas bien du tout pour notre image que tu as fait hier à cette conférence. Donc on lui donne quelques semaines de vacances et lorsqu'il revient, il constatera que toute son équipe rédactionnelle s'est barrée, qu'elle a été remplacée sans qu'on lui demande son avis et que la nouvelle directrice de production s'appelle Mackenzie McHale, qu'elle est interprétée par Emily Mortimer et que c'est également son ex. Donc voilà, forcément ça va créer quelques tensions. J'ai une question. Que se passe-t-il dans chaque épisode ? C'est un truc bouclé ? C'est feuilletonnant ? Donc chaque épisode... Parce que là, en fait, ça tiendrait presque sur une heure et demie. En fait. Non, alors en fait, ensuite, à partir de... Ça, c'est le pilote, qui dure 1h30, et c'est le postulat de base. À partir de l'épisode 2, on va vraiment vivre à l'heure d'un journal télé américain, c'est-à-dire depuis le matin et la préparation des infos, jusqu'à la diffusion le soir, la vérification des sources, tout ce qui se passe vraiment pour construire un journal télé qui va changer radicalement, puisqu'à partir du moment où il aura commis cet acte scandaleux en public, Will McAvoy, il va décider de changer complètement la teneur de son journal et vraiment d'essayer, il le dit dans la série, essayer à son niveau d'éduquer un petit peu les masses et d'arrêter de faire de l'information consensuelle. Est-ce que c'est finalement un coming out ? C'est un peu un coming out. C'est un peu un coming out. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans la série, il révèle donc qu'il est plutôt républicain. Et malgré tout, il va être assez féroce avec ses invités du Parti républicain parce que lui se considère comme un vrai républicain et considère que les États-Unis actuellement, les républicains des États-Unis, c'est le Tea Party et des guignols qui pensent que si tu n'as pas la foi chrétienne en toi, tu ne peux pas faire de politique aux États-Unis. J'ai deux trucs à dire par rapport à ce que tu dis. Le premier truc marrant, c'est que c'est quand même un pays où tu peux faire un pitch de série sur un mec qui dit le pays n'est pas le plus grand du monde. En France, on dirait oui. Et c'est quoi le scénario de eux, ils en font carrément une série. C'est quand même extraordinaire. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes les infos qui sont traitées sont des vraies news qui se sont produites un an auparavant. Je vais revenir rapidement sur Aaron Sorkin, qui est un personnage qui est une dialogue whore, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des dialogues partout, tout le temps. Il y a beaucoup de monologues, mais c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire qu'ils ont un côté euphorisant pour le spectateur. Quand tu écoutes un personnage qui balance un monologue de Aaron Sorkin, tu as l'impression d'être complètement d'accord avec lui, même si 5 minutes après, tu te rends compte que finalement, tu n'étais pas vraiment d'accord. Et ça donne l'impression d'être plus intelligent. En fait, je crois que Bernardo a été refusé dans un des rôles secondaires. Oui, ils n'ont pas accepté. François a compris. Ils n'ont pas accepté. Bernardo de Zorro qui ne parle pas. Donc on a compris, mais laissez-nous le droit de ne pas rire. Est-ce qu'on peut récupérer ce petit personnage et le passer à David, s'il vous plaît? Oui, voilà, s'il vous plaît. Voilà, merci. Le temps que je joue avec mon Gonzo de la honte, on va retrouver Baptiste Poulain qui, cette année, va changer de rubrique. Une nouvelle rubrique qui s'appelle Science Friction. C'est vachement bien. Excusez-moi, je vous avais pas vu. Bon, moi, il y a un truc qui me vénère, mais qui me vénère méchant dans les films d'action à gros et à petit budget, c'est les balles. Non, pas les balles. Les balles. Les balles. Parce que là, les balles, quand je les tire, elles s'arrêtent à cause du plafond.
Mais est-ce que vous savez que l'eau, elle peut les arrêter aussi? Ça me vénère grave. Et quand je suis vénère, putain, je suis vénère. En même temps, je suis à peu près certain qu'aucun esprit brillant comme le mien ne leur a fait la remarque à tous ces réalisateurs hollywoodiens. Je vais les appeler pour leur expliquer. Bonjour, merci de ne pas quitter, nous allons prendre votre appel. Bon, en attendant, on va récapituler pourquoi tous ces réals, ils sont complètement buggés de la disquette. Imaginez une bassine, une grande bassine, ouais, une piscine quoi. Quand vous mettez la main dedans, à mesure que vous la bougez, l'eau oppose de la résistance, vous le sentez. Et plus vous bougez fort la main, plus l'eau oppose de résistance. Logique. On est tous d'accord que la balle, elle est beaucoup plus petite que votre main. Sauf que sa vitesse de rentrer dans l'eau, elle est des centaines de fois supérieure, entre 300 et 900 mètres par seconde. À mesure que la vitesse augmente, l'eau oppose plus de résistance, à tel point que la balle est ralentie, puis stoppée. Certaines balles vont même jusqu'à se désintégrer. Donc en fait, l'utilisation de mitraillettes dans les films, c'est totalement inutile. Il suffirait de plonger un petit 1,50 m pour se faire un véritable gilet pare-balles d'eau naturelle. Donc dans les films, les méchants, ils ont juste à utiliser une petite lance d'Indien et ils ont beaucoup plus de chances de vous tuer comme ça. Merci d'avoir patienté, nous allons vous passer votre interlocuteur. Non, c'est mon doigt qui a ripé sur les touches. Non, désolé. Non, parce que j'aime pas répondre au téléphone, parce que j'ai pas de piscine. Voilà, j'aime pas répondre au téléphone quand j'ai pas de piscine. Je suis ravi de vous avoir fait l'honneur de ma présence. Autre nouveauté de l'année, maintenant nous allons avoir un grand sujet geek. C'est donc un sujet de 6 minutes, une interview carrière, un reportage, une enquête. Nous avons envoyé des journalistes d'investigation et nous suivrons tout ça après avec un débat. Tout de suite, le grand sujet geek. Qui est donc cet étrange personnage barbu qui s'invitait chez nous quand nos parents n'étaient pas là? Le voisin? Le facteur? Le tonton vicieux? Pas du tout. Il a servi de babysitter à toute une génération d'enfants, marqués à vie par sa guitare. Corbier, de son prénom François, revient pour nous sur son parcours atypique qu'il a mené des cabarets à la super machine Dorothée. Comment t'es-tu mis à la guitare? Pour me draguer? Mon frère s'était acheté une guitare. Il est parti faire l'andouille en Algérie parce qu'il y avait l'État français qui avait besoin de lui. Donc j'ai piqué la guitare de mon frangin, malgré l'interdiction de ma maman qui m'avait dit « Tu ne touches pas, c'est à ton frère !» Et puis quand mon frère est revenu, j'avais appris quelques accords, j'avais composé quelques chansons. Voilà. Alors il paraît que tu as rencontré Georges Brassens? Oui, j'ai rencontré Georges Brassens parce que lorsque mon frère est revenu d'Algérie, je lui ai chanté les chansons que j'avais composées sur sa guitare en lui demandant son avis. Et mon frangin m'a dit « Écoute, moi ça me fait marrer, mais je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, il faudrait demander l'avis d'un professionnel. » Bien sûr, dans notre milieu, on n'en connaissait pas des professionnels de la chanson. Et mon frère m'a dit « Il y a Brassens qui passe à Bobino, il a l'air d'être sympa, on va aller lui parler. » Et on est allé à Bobino, et puis il nous a dit je peux pas vous recevoir aujourd'hui, mais venez dimanche après-midi, et puis vous me chanterez quelques chansons, puis je vous donnerai mon avis. Le premier disque, un moment émouvant? Alain Barrière m'entend chanter quelques âneries et me dit moi ça m'intéresse, si tu veux je te produis. Et voilà, il m'a produit mon premier 45 tours. J'avais bien sûr beaucoup d'angoisse. Le disque a été tiré à 500 exemplaires, on en a vendu 25, tout le reste est passé au pilon. Mais enfin, quand même, c'était mon premier disque et je le dois à Alain Barrière. Merci Alain. Comment t'es-tu retrouvé à Fluide Glacial? C'est par l'intermédiaire de deux copains, un couple qui faisait des chansons. Et David me dit un jour « Oh, tu devrais envoyer des textes à Gottlieb. » Il consacre une page à des auteurs de chansons. Je lui ai envoyé mes chansons, il en a choisi 3. Et puis voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à bosser. Comment se passe le grand écart entre Fluide Glacial et Récré à 2? Je travaillais au caveau de la République avec plein de chansonniers. Et puis un soir, la maman d'Antoine Decaune, Jacqueline Joubert, se rend compte que mes bêtises font rire les parents, mais aussi les enfants. Elle me dit, moi ça m'intéresse, votre personnage m'intéresse parce que vous faites rire tout le monde. Et ça, pour une émission pour enfants, moi ça m'intéresse. Est-ce que ça vous intéresserait de présenter une émission en compagnie de Dorothée ? Et je ne sais pas du tout qui est cette Dorothée, mais je lui dis, oui, toutes les expériences sont bonnes, pourquoi pas, bien sûr, ça me fera plaisir. Elle me dit, regardez notre émission. Le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, vous avez regardé? Je lui dis oui. Elle me dit, voulez-vous venir dans mon bureau lundi? Je lui dis oui. Et le lundi, je déboule, il y a tout son staff qui est là. Elle me dit, alors qu'avez-vous pensé de Dorothée, de l'émission?
Alors je lui raconte l'émission et tous ils pleurent de rire parce que je n'ai pas vu la même émission. J'ai regardé l'autre chaîne. Je me suis trompé de chaîne. Je dis mais j'ai pas vu de Dorothée, j'ai pas entendu en tous les cas. Enfin bref, ils se rendent bien compte tout de suite que je suis à côté de mes pompes. Mais Jacqueline quand même insiste. Elle me dit voulez-vous chanter une ou deux chansons à mes collaborateurs? Je dis oui. Et là il y a William Lémergie qui me dit ce que vous chantez, ce ne sont que des catastrophes. Or, il se trouve que les enfants ont toujours des petits malheurs. Ce qui serait intéressant, c'est justement que on demande aux enfants de vous raconter leurs petits malheurs et que vous en fassiez chaque fois une chanson pour les consoler de leur misère. Et voilà, et c'est comme ça que je suis rentré à la télé. J'ai brisé les lunettes de mon pépé bisaïeul. Depuis, il me fait la tête, je dirais même qu'il me voit dans sa l'œil. Qu'est-ce qui a changé quand vous êtes passé sur TF1, à part le salaire? Lorsque je suis passé dans le privé, mon salaire est passé au double, puis rapidement au triple, et à la fin, j'ai terminé, je gagnais vraiment très très bien ma vie. Enfin bon, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Ben déjà, j'ai arrêté de chanter. Très vite, j'ai arrêté de chanter parce que il y avait l'orchestre de Dorothée qui était là, avec des synthés, des guitares électriques, la batterie. Et moi, avec ma pauvre guitare, j'osais plus chanter. Mais ça ne veut rien dire. Les enfants entendent des notes de tous les côtés, ça fait un raffut. Donc moi, j'avais rien à faire avec ma guitare. Donc j'ai arrêté très vite de chanter. Donc ça, c'est très important. Pourquoi tu quittais le Club Dorothée? Je sentais que je m'y ennuyais. Et il n'y a rien de pire que de voir quelqu'un qui s'ennuie à l'antenne. Et lorsque Jean-Luc Azoulay m'a téléphoné en me disant « Nous allons faire les dernières émissions du Club Dorothée. On aimerait bien que tu fasses partie de ces dernières émissions. Est-ce que ça t'ennuie ?» J'ai dit « Mais pas du tout, Jean-Luc. Je reviens. » Instant promo. Alors, ce livre s'intitule « Vous étiez dans Dorothée ». En fait, il devrait s'appeler « Vous étiez dans Dorothée, non, j'étais à côté », car ce livre ne raconte pas du tout ma vie à la télévision, mais il raconte ma vie depuis mon enfance jusqu'à maintenant. Donc il y a des petits portraits de gens de télévision, mais ce n'est pas un livre sur la télévision, c'est un livre sur ma vie. Cet album live qui a été enregistré en compagnie d'un copain guitariste formidable qui s'appelle Éric Gombard. Et puis il y a aussi ce magazine qui est dédié aux geeks, et dedans il y a un article sur moi et un article de moi dans lequel j'explique pourquoi la nostalgie m'emmerde. François nous a même promis de venir chanter et jouer en live des chansons coquines sur le plateau. C'est Rurik qui va être content. Maintenant, l'invitation est prise. Corbier viendra chanter des chansons coquines et cochonnes pour Rurik dans ce plateau cette année. Les amis, on parlait de l'après-Dorothée avec Corbier, mais attention, y a-t-il vraiment une vie après le Club Dorothée? Juste pour info, Dorothée a failli remplacer Gérard Klein dans l'Instit. A pas réussi. Elle fait un petit retour sur la chaîne AB. Ça a été le cas de Jackie aussi, de Patrick. Ariane est devenue productrice, mais finalement, pas de grosse carrière derrière. Est-ce que finalement, ça les a pas tous tués? Alors eux qui étaient que sa carrière décollerait comme une fusée. Non, mais je prends le cas de Dorothée. Dorothée, quand même, qui a joué dans du cinéma d'auteur. Ouais, vite fait, au départ, ouais. Ah non. Je sens que ce débat vous anime, les amis. Attendez, parce que j'étais tellement passionné par ma blague de merde que je n'ai pas écouté la question. Vous pouvez répéter? Y a-t-il une vie après le Club Dorothée? Y a-t-il une vie pendant aussi? C'est ça la vraie question. Moi, pendant le Club Dorothée, j'avais pas de vie. Ma vie, c'était le Club Dorothée. Non, parce que ouais. Moi, j'étais plus Claude Pierre. Excusez-moi. Ici, on est vieux. Voilà. Non, mais vous avez grandi avec Téléchat. Et Téléchat, c'est incroyable. On s'éloigne du débat. Je vais jouer mon Fresno. Si, on s'éloigne du débat aujourd'hui. Non, j'ai envie de rester là. J'ai un truc à dire par rapport à ça, c'est que quand on fait des conventions, comme je fais souvent et tout. Oh le mec. Oh là là, le mec qui te place dans la situation. Oui, ça va tout de suite redescendre, puisque justement, il y a d'autres invités, notamment les invités des anciens du Club Dorothée, qui sont souvent dans les conventions, notamment au Toulouse Game Show. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a dans ces conventions, on a genre les musclés et genre peut-être des bêtes d'acteurs américains de ouf qui ont fait des séries, etc. Et personne ne va leur parler, et t'as tout le monde dit ah Corbier, et tout, etc. Donc comme quoi il y a une vraie vie après le Dorothée en convention. Mais une vie de nostalgie. Ouais, un peu comme The Wrestler. Moi je suis allé assister au Club Dorothée, c'était pourri, il valait mieux le regarder. Il valait mieux le regarder à la maison. Bah tu voyais rien en fait, tu sais, le Club Dorothée, les mercredis après-midi, il y avait des sketchs tout le temps par Jackie, Corbier et tous les copains. Et en fait le problème c'est que quand t'étais dans le public,
tous les sketchs, tu pouvais pas les voir parce que les décors étaient planqués et t'avais donc un public gigantesque et une toute petite télé, pas plus grande que celle-là, là, en bas pour pouvoir regarder. Donc si t'étais derrière, tu voyais rien, tu captais rien. Mais le jour où j'y suis allé, les invités étaient Chico et Roberta et du coup je ne suis pas reparti complètement l'esprit vide. Chico et C'était pas une belle anecdote, ça, c'était pas un truc super important à raconter. Mais vous qui êtes plus âgés, messieurs, dont Laurent, parce que Laurent, on peut te voter, hein, tu es le plus âgé autour de cette table. Je suis comme un nouveau-né. Mais vous, c'était quoi? C'était plutôt Récré à 2, Téléchat? Récré à 2. D'abord, mes parents disaient que c'était vraiment con et ils me disaient, d'abord, j'avais pas de télé jusqu'à l'âge de 10 ans parce que mes parents voulaient pas, non, ils voulaient pas que je sois complètement comme ça, ils préféraient que voilà. Tu vois, finalement, je les suis devenu après. Non, mais ils voulaient que j'invente des trucs, que j'aille jouer, que je sois plus créatif plutôt que de m'enfermer. Alors, quand j'arrivais, quoi, ça arrivait que le matin. Tu sais ce que ça a donné? Il a atterri autour d'une table avec tout plein de mecs qu'on fait. Les mecs qui parlent de trucs qui l'ont regardé. Le matin, dans la cour d'école, ils étaient là, t'as vu San Kukai et tout, j'étais là. Non, pas. Alors du coup, j'ai essayé d'inventer des trucs qui n'existaient pas, tu vois. Mais moi, j'ai vu ça. Ah bon Et bon, ça, c'était pour la petite anecdote, mais il y a aussi une espèce de malédiction, parce que ça soit les mecs de AB Productions, les mecs de Dorothée, tous ces gens-là ont été marqués d'un espèce de saut néfaste. Ouais. Et par exemple, tu as des gars comme Jean-Édouard, qui lui-même, même TF1, l'interdit de passer les castings de leurs propres émissions. Loft numéro 1, parce que maintenant il est comédien. Ouais. Et quand il voit marqué jouer dans machin, il fait non, lui, lui c'est fini quoi. Oui, ça c'est basta. Donc même le business, je pense. Dans tous les pays et dans tous les types de médias, ça existe à partir du moment où tu es marqué au fer rouge par un truc. Dans un domaine complètement différent, Mark Hamill, après celui de Skywalker, il en a chié pour faire d'autres films. Mark Hamill, le corbier américain. Exactement, le corbier américain. Il y a une fille barbue d'ailleurs. Bon, allez, fin de ce débat, les amis. C'est quoi la réponse on dit après le Club Dorothée ou pas alors? Oui ou non? Allez. On dit oui ou non? Faut que je me mouille. On dit oui ou non en tout cas. On dit oui ou non? Non, moi je peux vous dire ce qu'ils ont fait. Donc Ariane est devenue productrice, ça je l'ai dit. Patrick Simpson-Jones a créé un site internet de photos. Patrick Simpson-Jones? Ouais. C'est le fils d'Homer Simpson et d'Indiana Jones? C'est ça. Ou pas? Je l'ai déjà. Il est là. Tu le gardes. J'ai eu tellement de succès avec ce débat que j'ai quand même envie d'avoir des applaudissements. Merci. La semaine prochaine, l'industrie du concombre. Non. Peut-on survivre à plus ou moins... C'était le meilleur moment en fait. Peut-on survivre à plus ou moins geek? C'est une question qu'on pourra poser à Rudy Pomarette, qui est un nouvel arrivé aussi de la Flanders Company, qui nous rejoint cette année. Tu lui as dit le plus grand bien de notre émission, je crois. C'est un bon retour des choses, parce que c'est lui qui m'a fait rentrer dans toute la sphère un peu no life, etc. Avec toutes les types de... Et Dieu sait qu'il y a des gens qui sont rentrés dans ma sphère. Putain, il l'a faite. J'ai fait une rubrique. Allez, Rudy Pomarette, l'année geek, c'est tout de suite, c'est tout nouveau dans Plus ou moins geek, saison 3. Bonjour, monsieur R. J'imagine que vous vous demandez pourquoi vous êtes ici. Est-ce que nous pouvons bien attendre de vous? Ces questions sont superflues, refoulez-les. Tout ce que vous devez savoir est que nous voulons des réponses. Nous ne vous ferons aucun mal tant que vous coopérerez avec nous. Me suis-je bien fait comprendre? Bien, commençons. Dites-nous tout ce que vous savez de l'année 1984. Je vous demande pardon? 1984. Nous vous écoutons. Vous êtes sérieux là? Non, parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses cette année-là, et puis c'était pas hier. 1984, monsieur R. Ok. Alors, 1984, qu'est-ce qui s'est passé en 1984? Ah ben oui, Ghostbusters, Gremlins, Dune. Et n'oublions pas, Indiana Jones et le Temple Maudit. C'est l'année où l'Amstrad CPC 464 a été commercialisé avec le Macintosh d'Apple. C'est aussi l'année de lancement de la série Madame est servie. Mais elle est vachement vaste, votre question. Si vous pouviez être un peu plus précis, peut-être que... 1984, monsieur R. En même temps, si le sujet vous me donniez, peut-être que... Contentez-vous de ne cibler que le plus marquant des événements, celui que vous n'oublierez jamais. Alors ça, c'est facile. Ça, je l'ai. Nous vous écoutons. La première publication dans Jump Comics des aventures de Dragon Ball par Akira Toriyama. Allez quoi, vous allez pas dire que vous êtes pas d'accord. Les aventures de Sangoku ont passionné des générations entières de gamins. On devrait apprendre cette date dans les cours d'histoire au collège. Vous ne nous prenez pas au sérieux. Mais si, quand la version animée est sortie au Club Dorothée en 1988, on était tous au taquet, tous les gamins. Que celui qui n'a jamais levé les bras quand Sangoku invoque pour la première fois un Genkidama me jette la première pierre. Nous nous reparlerons quand vous serez devenu un peu plus coopératif. Bonne soirée, monsieur R. Bah non. Sympa l'ambiance cosy, mais c'est un peu sombre, non? You. Et quelqu'un? Voilà, Rudy, pour
retrouvera tout au long de la saison 3, mais il est temps pour l'instant de nous tourner vers une valeur sûre. Je l'ai dit très très bien, c'est Rurik à Salé. Mais t'es toujours là? Eh ben je suis toujours là, je n'ai pas T'as vu fixe. la lumière, tu t'es dit, je vais revenir. Je suis rentré. Je n'ai pas d'électricité chez moi. Mais j'ai quand même vu des... Non, je vais pas vous dire ce que c'est tout de suite. Le film que j'ai choisi, je vais lancer la bande-annonce, s'il vous plaît. The Incident, film français. L'incident. L'incident, pardon. Mais il n'a même pas de titre français. Tu as ton dictionnaire franco-anglais. Je crois qu'il se venge de quelque chose. Et The Incident est un film qui est passé tellement sous le radar qu'il y a même des gros sites qu'on ne citera pas de sortie Cinéma France qui ne savaient même pas que le film sortait. Il est sorti dans une salle à Bordeaux. Chez toi, certainement. Il est bordelais, il faut le dire quand même. The Incident est vraiment une claque que je me suis pris au festival de Gérardmer. Et j'arrivais juste, je suis allé voir un film, tiens, The Incident, ça se passe dans un asile. Je savais rien sur le film. J'ai dit, mais c'est génial. Et je suis sorti, on m'a dit, tu sais que c'est un film français, parce que c'est tourné en anglais. J'ai dit, comment, c'est un film français? Mais c'est pas que j'adore le cinéma français, mais c'était totalement autre chose. Visuellement, ça fait très States. Hein. Ça fait très States. Américain. En fait, ça fait surtout très travaillé, très sens visuel. C'est pas toujours quelque chose dans lequel les réalisateurs français excellent. Ouais. Le réalisateur Alexandre Cortès, on m'a appris plus tard, je le savais pas parce que je l'ai rencontré, on est devenus potes, il m'a pas du tout parlé de lui, etc. Il est pas du tout comme ça. On m'a dit, mais tu sais qui c'est ce mec-là? Je dis, bah non. Eh ben c'est le mec qui a fait le clip de Seven Nation Army des White Stripes, avec un autre pote. Ils étaient deux à l'époque. Il a bossé avec U2, Jane's Addiction, Jamiroquai, avec Justice, avec Cassius, Justin Bieber et aussi de bonne musique. Et c'est un gars qui justement a un sens visuel parce que les clips c'est en 4 minutes, il faut que ça soit. Parfois c'est de la merde, hein, parfois c'est complètement épileptique, mais il faut quand même avoir un sens de l'impact. Donc il met tout le sens aussi et avant tout un graphiste. Donc il met tout son sens graphique dans ce film. Le film est hyper bien cadré, hyper visuel, mais c'est pas un film de clipper. Ouais, c'est pas un film de clipper. Parce que tu as l'impression quand tu te dis ça que ça va être un truc 15 images par seconde. Et Cortès est le premier à dire je ne comprends pas ce que fait Tony Scott, ce que faisait Tony Scott, il est mort malheureusement, dans ses derniers films, c'est-à-dire complètement épileptique. C'est un film d'une beauté incroyable qui a pourtant un budget très réduit. Le pitch. Plonge-nous dans l'ambiance. C'est déjà tout de suite un truc musical puisque c'est un groupe qui, en fait, pour gagner leur vie, travaillent aux cuisines d'un asile. Bon, alors, tu vois que ça se passe dans les années 80. C'est assez marrant, mais pas les années 80 façon Cogip, la personne ou deux personnes. Plutôt les années 80, voilà, ça se passe, les années 80, ça va se passer. Les années 80 de Carpenter, quoi. Parce que c'est une vraie influence de Cortès, c'est ça. Ça se ressent pas mal. Et donc, ils travaillent dans un asile. Bon, leur groupe marche pas trop. Et un jour, gros problème dans l'asile, c'est tourné en Belgique, le film, c'est assez marrant. Et gros problème, l'électricité se coupe, toutes les portes sont bloquées. Et les fous deviennent, bon, ils sont déjà fous, donc encore un petit peu plus fous. Les fous deviennent tarés, mec. Et quand il n'y a plus d'électricité, ils attaquent les gardiens et c'est l'enfer dans cet asile. C'est le bordel. Mais ça n'est pas que ça. Il y a un petit truc en plus. C'est un incident, quoi. C'est un incident. Et ça devient complètement fou dans tous les sens du terme. C'est qu'au bout d'un moment, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe exactement? T'as un mec qui commence à attaquer quelqu'un, tu te dis, il va vraiment l'attaquer et puis il finit par manger ses propres doigts. Et ou alors tu vois un médecin, le mec dit il faut appeler les secours, puis il dit mais comment ça il faut appeler les secours? Le mec se lève et tu te rends compte que le médecin il est en slip parce qu'en fait c'est un fou qui a tué un médecin et qui a mis son truc et c'est complètement barré, c'est magnifique. Et moi je trouve, enfin personnellement j'ai vu le film, je peux ramener ma science, mais tu te demandes même si à un moment les mecs, le héros et ses potes cuisiniers sont pas eux aussi des fous, tu vois, qui tu rentres dans un délire où chacun tu sais plus du tout. Et la fin du film qu'on ne dira pas parce que c'est très important, on ne va pas le dire. Voilà, il y a des gens qui se posent des questions, etc. Moi je trouve vraiment qu'elle est géniale cette fin. J'ai une question. Je n'ai pas compris la fin. Ouais, je peux pas le dire. Je peux pas vous dire ce que c'est. On spoil pas. Non. Je spoil rien, mais en tout cas, c'est vraiment formidable. Franchement, je le pense sincèrement. Dans 10 ans, je pense que ça sera l'un des mecs les plus importants. Et tu crois qu'il va gagner ce que le film va gagner un statut de culte? Il le gagne. Parce que le bouche-oreille est monstrueux sur ce film. Il est complètement barré. François, tu l'avais vu toi ou pas? Pas du tout. Et je veux le voir maintenant. C'est vraiment très bien. Alors, on va te télécharger illégalement. On va te filer une petite clé USB à la fin de l'émission. J'avais encore plein d'autres trucs à dire, mais j'ai Oui, alors tu disais que c'était un petit film. Le budget, ça s'est tourné en combien de temps? Toi qui le connais bien du coup. Ouais, je crois que c'était 5 semaines de tournage et le budget officiel c'est 1,8 million, c'est-à-dire l'équivalent de tous les autres salaires, nos salaires bien entendu, mais l'équivalent des trucs comme À l'intérieur, comme Martyr, comme à peu près, c'est toujours le même. Sauf que celui-là, il y a une telle maîtrise visuelle.
J'adore Martyr personnellement, mais c'est autre chose. Tu me donnes une très bonne transition. Alors, je te laisse pas grand-chose. 10 secondes, parce que ça, je voulais dire, je crois que c'est ce que j'avais oublié tout à l'heure, c'est que comme c'est un mec très très graphique, il est allé jusqu'à faire l'affiche lui-même et le logo du film qu'on voit aussi dans le générique de début lui-même. Donc vraiment la conception graphique. C'est lui qui faisait le café aussi pour l'équipe technique. Lui-même. Vous allez voir cette transition parce qu'on va parler de notre invité. Ça serait pas un peu comme François Descraques? Oh mais c'est vrai, dis donc. Mais ouais, tout de suite on va passer au décryptage d'un François Descraques. Toi devant ta télé, tu sais que tu peux participer également en commentant cette émission par le hashtag plus ou moins geek. Et je ne vais pas non plus te mentir puisque François et moi on se connaît depuis très très longtemps. Putain, oui. Tu sais que j'ai la VHS de ton premier court-métrage. Non, et d'ailleurs, nous allons voir un petit extrait. Ah l'enfoiré. Non, c'est pas vrai. Eh ben en fait si. Le public est déçu. Oh là là. Mais ouais, parce qu'on se connaît depuis extrêmement longtemps. Ça me fait super plaisir du coup que tu reviennes encore chez nous pour une 3e saison. Oh les yeux. Hashtag vieille personne là. Hashtag est-ce qu'on pourrait dire mot dièse s'il vous plaît? Mot dièse vieille personne. Oui, donc depuis plus ou moins geek, t'as quand même un gros carton avec le Visiteur du Futur. Alors, Laurent, toi tu les as matés? Oui. Je suis vraiment mauvais j'en ai maté un, je suis nul en série D, en série web série, je suis nul. Vraiment. Non, mais moi j'ai vu toutes les premières saisons. Ah, voilà un homme de goût. Non, mais ce qui est absolument génial, c'est qu'aujourd'hui, on va dire que tu as commencé avec ta bande de potes. Moi, j'ai toujours trouvé que la grosse différence qu'il y avait avec d'autres web-séries, c'est que tes comédiens étaient à la base des comédiens pros. Mes potes étaient des comédiens. Et tes potes étaient des comédiens. Ouais, et du coup, cool. Et comment s'est passée la genèse? Je suis comédien aussi. Cette idée, la première idée. La première idée, c'était. Pourquoi tu me l'as pas dit et que j'aurais pu la piquer? Je crois que la première personne à qui je l'ai pitché, je crois que c'est Mylène, donc productrice de cette émission. Ah, excellent. Et on la déteste. Et qui a dit... Public, vous pouvez où est la productrice s'il vous plaît? Et qui a dit c'est drôle. Et du coup, ça se décline en plein de trucs. La BD. La BD qui est sortie, qui se passe entre la saison 1 et 2, que j'ai écrite et tout, etc. Donc j'en suis très content. Je peux dire un mot parce que je l'ai lu. La BD. C'est là qu'il dit, c'est vraiment la BD. Non. Ce qui est bien, c'est qu'il a profité du fait que la BD, il n'y a pas de budget pour vraiment faire voyager dans le temps son visiteur, où il peut faire des décors, il va dans le passé lointain. Enfin, voilà, c'est bien. Il y a des scènes de bataille et tout. Ce que vous ne pouviez pas faire dans la série. Okay. On s'est un peu lâché là-dessus et c'était très cool à faire. Il y a la 4e saison qui arrive bientôt. On a aussi un jeu de plateau. Mais oui, le jeu de plateau. Un jeu de plateau. T'aurais pu l'amener, on l'aurait filé à Stéphane, il n'aurait pas eu le choix. J'aurais dit, tu le préviens, tu le passes. Tu dis que c'est bien. Voilà, et donc c'est un jeu de plateau fait par Ankama et tout. J'ai une question par rapport à la fabrication de la web série. C'est toi qui écris, qui réalise, qui monte tout ça. Enfin bon, tu es un peu l'homme orchestre. Mais ici en France, c'est un peu toujours comme ça. Astier, il fait même la musique, tu vois. Enfin bon. Ouais, j'en suis pas là. Oui, mais ma question c'est par rapport aux méthodes américaines où il y a un mec qui supervise et il y a plein d'auteurs, il y a des rooms tout est compartimenté. De scénaristes, ouais. Est-ce que travailler avec des équipes comme ça te paraît envisageable ou est-ce que t'es comme, je sais pas, Astier, je pense que lui veut vraiment maîtriser tout En fait, le Visiteur, je l'ai commencé entre guillemets en homme orchestre, donc c'est normal que je continue en homme orchestre. Mais pour d'autres projets, ça dépend de l'origine. J'ai fait une autre série qui s'appelle Les Opérateurs, que j'ai faite en collaboration avec Slimane Baptiste-Péroun. Et donc là, pour le coup, on était à deux pour tout, quoi. Réalisation, cadre, montage et tout, etc. Enfin, surtout écriture et tout. Mais donc pour moi, ça dépend du projet, quoi. Le Visiteur a été fait de cette façon-là et tout, mais j'ai d'autres projets qui seront faits peut-être différemment, avec peut-être, oui, un pool d'auteurs à l'américaine. Alors justement, Laurent t'a amené le CV, non, le scénario de la saison 5. La saison 5 de Visiteur, tu l'apprends, tu ressens pas. J'ai mis mes notes. Je peux partir en vacances. Les rubriques veut jouer dedans. Ils se battent, ils font l'amour. Plus généralement, tu penses que c'est un truc vers lequel il faut aller, ça? Ou est-ce ça dépend du volume, en fait, parce que chaque saison du Visiteur, c'est comme un petit film. Enfin, c'est 2 heures, donc je peux l'écrire moi-même. C'est quand tu vas dans des séries vraiment, les séries américaines, c'est du 20 fois 50 minutes, donc pour écrire tout seul, c'est plus compliqué. C'est pour ça que les séries anglaises, elles, sont écrites pratiquement des fois même par 1 ou 2 personnes, parce qu'il y a moins de volume. Donc ça dépend surtout du volume, je pense. Et d'ailleurs, toi, les séries qui t'ont vraiment influencé, pas sur l'écriture de la série, mais vraiment sur ce que t'es aujourd'hui, quoi, tes influences. Moi, la série qui m'a le plus influencé, alors forcément, tout le monde pense que la série qui m'a influencé, c'est Doctor Who, mais que je ne connaissais pas tant que ça avant. Quand on t'a parlé de Doctor Who, t'as dit Doctor Key, absolument. Mais c'est pas celle-là qui m'a influencé, c'est Red Dwarf, une série anglaise qui date d'il y a 25 ans et qui a duré qui continue d'exister là. C'est un sitcom en fait, un sitcom dans l'espace
C'est une sorte de Star Trek parodique, mais qui arrive à respecter les règles du genre et sans être non plus dans la totale parodie. Et forcément, il y a du voyage dans le temps dedans, et donc il y a des principes assez décalés dedans et tout. Et ça, c'est peut-être la série qui m'a le plus influencé sur le visiteur. C'est ça qui est bien dans sa série, c'est ce qu'il dit là, c'est qu'il y a des vannes, mais il y a quand même une vraie histoire avant tout, il y a des vrais persos, il y a des vrais conflits, c'est pas prout-prout. Voilà. Parce que aussi, les séries anglaises sont parmi les meilleures du monde, c'est une super influence quoi. Bah oui, c'est pas, il faut s'en inspirer. De toute façon, c'est les séries anglaises, c'est les prochaines séries américaines, donc faut mieux les regarder très vite. Waouh, moi je vais rester sur cette phrase. Mais je tiens à dire qu'il y a aussi un truc qui sépare les États-Unis de la France, par exemple, c'est que c'est l'océan Atlantique déjà de base. Elle est bonne. Elle est bonne. Non mais double vanne, double impact. Non mais c'est que là-bas il y a une notion de t'es employé pour faire un truc. Ici une notion d'auteur. Oui. Et tu vois quand t'es réalisateur en France de film. C'est du mal aussi des fois. Oui et non. Pour ce genre de production à la chaîne, c'est un peu problématique. Ouais, mais c'est bien qu'on garde quand même un peu ça, je pense. C'est pareil en BD aussi, et parfois ça peut être problématique. Des fois non. C'est bien qu'on garde un peu ça. Moi, de toute façon, j'ai envie de vous dire, le bon goût, ça peut aussi se compter en nombre. Et quand on voit le nombre de millions de visionnages que tu fais, cette phrase était un peu compliquée, j'étais un peu pris. Ça peut se compter en nombre. Le nombre de millions. Non, mais j'ai quand même un nombre dans la poche. Là, on est à quoi ? T'es à 15-20 millions, tout confondu. Je veux dire, on peut tromper une fois 15-20 millions de personnes, mais on peut pas tromper 15-20 millions. Ok. Autant d'épisodes. Mais je vois très bien ce que tu veux dire. Autant d'épisodes. J'ai bien compris. 20 millions d'épisodes, c'est ce qu'on va faire, plus ou moins Geek 20 000, ça va être top. Allez, tout de suite à la shopping list et on reprend nos esprits. Non mais Franck, mais pourquoi tu veux pas continuer la shopping list ? Bon écoute David, faut que je t'avoue un truc. Je sais pas lire. Quoi ? Bah oui, je sais pas, Mais attends, c'est pas gênant. Attends, moi je suis aveugle de naissance. C'est vrai ? Mais ouais. Mais super. C'est cool. Allons faire des sélections. Ok, ça roule. Et t'es où ? Par là, là. Ok. Cyborg 009 chez Glénat Vintage. Alors on peut saluer quand même le courage de cet éditeur puisque ce manga date de 1963. L'histoire est assez simple, un groupe mafieux en fait va kidnapper des gens dans 9 pays différents pour les transformer en cyborgs avec 9 pouvoirs différents. Sauf que ces cyborgs, ils vont se révolter et ils vont vouloir se venger. En tout cas, c'est top et c'est classe. Marco Polo chez Glénat, une collection sur les grands aventuriers qui ont traversé les mers à la conquête de nouveaux mondes. Et malheureusement, si tu es un jeune étudiant, ce livre ne te servira à rien pour ton oral d'histoire, la preuve. Marco Polo, il avait de la barbe, comme tous les aventuriers. Ah, puis il a affronté des dragons des mers. Ah bah si, c'est dans le livre. L'agenda merveilleux de 2014. Un ouvrage sorti chez Le Pré au Clair et c'est un ouvrage surtout écrit par Édouard Klosko qu'on a reçu dans Plus ou moins Geek et qui est le grand spécialiste mondial des langues elfiques. Alors c'est un agenda qui est bien évidemment destiné aux filles ou alors aux garçons qui aimeraient des filles, mais les textes sont en tout cas extrêmement captivants. C'est la patte d'Édouard, je vous invite vraiment à le découvrir, même si on n'est plus en 2014. Peut-être vous serez en 2015 quand vous verrez cette émission ou en 2016. En 2017, en 2018, en 2000. Elle, chez Le Lombard. Elle, attention, avec un petit point au milieu. Oh, comme c'est subtil. Les aventures d'un chevalier qui a tout perdu, sa femme, ses enfants, ses clés de bagnole, et qui va devenir une sorte de super enquêteur autour de crimes abominables. Alors, si tu as en toi les graines d'un tueur en série, ce livre peut carrément devenir érotique. Nos années science-fiction chez Hors Collection. Alors voilà un livre qui revient sur les plus grandes séries de science-fiction, que ce soit Cosmos 99, Buck Rogers, Battlestar Galactica, qu'est-ce qu'on a d'autre, attention, Les Envahisseurs bien évidemment, Alerte dans l'espace, Commando spatial, oula ça remonte à loin, attention, Star Trek bien évidemment. Mais le gros souci de ce type de bouquin, c'est qu'il y a en général une page par série avec une anecdote que tout le monde connaît déjà. Alors voilà, c'est plutôt un cadeau à offrir à quelqu'un que vous croisez dans la rue. Argent, manger. Argent, s'il vous plaît. J'ai mieux, écoute, regarde. Les années science-fiction, démerde-toi avec ça. Allez, hop, dégage. Hey mec, t'as envie d'avoir la classe au lycée? Alors à tes parents, ne pique pas la carte de crédit pour te payer une vieille mobilette Peugeot 51 où il faut appuyer sur le pot d'échappement pour aller un petit peu plus vite et envoyer un peu de jus dans le carbu. Oh non, prends leur carte bleue et offre-toi la moto de Tron, 41 700 €. Voilà. Après, tes parents te détesteront, mais tu t'en fous, t'as la moto de Tron. C'est cool. Allez, retour en plateau. C'est François qu'il faut applaudir. Ah.
c'est Laurent qu'il faut applaudir. Mais non, stop. Non, déjà, il faut déjà donner un plus avant de savoir qui a convaincu le plus autour de la table. Ah, ça y est, on en est là. Mais oui, c'est les plus. C'est déjà la fin. Je sais, Joe. Il faut savoir que Joe, c'était notre voix off dans la saison 2. C'est toi qui faisais les voix de tous les reportages. Oui, cette semaine, dans Plus ou Moins Geek, vous découvrirez ou redécouvrirez. C'est la voix du doc. François, dis-moi, parmi les 3 alcoolites, qui t'a plus convaincu avec sa chronique? Ah, ils sont tous bien. Après, je connaissais pas Politiquement correct. Oui, complètement. Politiquement correct. Moi, je n'ai pas d'avis. La France est le meilleur pays du monde. Je suis totalement d'accord. Bon, allez, Laurent. Alors, Newsroom, je connais, j'aime beaucoup. J'ai vu tout le visiteur. Tout ça. Fayot. Pardon. Excuse-moi. Et en fait, j'ai pas vu The Incident et il m'a pas trop donné envie, mais non, mais si quand même. Quel enfoiré. Non, ça a l'air. J'ai vu. Est-ce un compliment de le rencaisser au bout de 3 ans pour le film, pas pour toi. Ah, c'est gentil. Une love story est en train de commencer. C'est un roman. Eh bien, moi, j'ai déjà vu The Incident, mais je vais choisir Rurik parce qu'en fait, rien que d'en reparler avec lui, si tu veux, ça m'a donné envie de le revoir. Et vraiment, voyez-le chez vous parce que c'est un très très bon film. Rurik, je ne t'oublie pas, ton petit plus. Eh ben, je vais choisir le Visiteur du futur parce que j'ai vraiment... Je t'invite à regarder la suite. Eh ben, avec plaisir. Et à acheter des trucs. Achète des trucs. J'ai un retard, mais de ouf sur les web-séries, quoi. Laisse tomber. Bon, allez, et peut-être qu'un jour, tu verras dans le Visiteur. Je vous laisse discuter ça. Je lance des choses, je n'assume pas. Allez, c'est fini, désormais. Tu dis pas qui t'a préféré. Oui, je me permets, c'est la première, les amis. Je me réveille, moi. Moi, c'est ma première aussi, et pourtant, je le sais. Non, Joe Lansdale, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pourquoi quand même? Mais pourquoi? Pourquoi pas? Mais je crois que ça va être Newsroom. J'ai déjà vu The Incident, c'est juste, j'ai adoré. Mais j'ai un petit doute quand même sur la fin que j'ai toujours pas compris quand le. On va demander à l'acteur après. Voilà, exactement. Non, Newsroom, je valide. Et François, parce que Big Up. Quand on s'est vu, on avait encore des boutons plein la tronche et on n'avait pas encore fait l'amour et heureusement qu'on s'est rencontrés. Le problème était réglé. Vous pouvez poursuivre l'aventure. Vous pouvez poursuivre l'aventure sur les réseaux sociaux dont on ne peut pas nommer le nom, le Geekbook, le Geekter, utiliser le hashtag plus ou moins geek ou le mot dièse. Le mot dièse. C'est le mot dièse plus ou moins geek. Le truc que je fais rien dire. On ne peut pas nommer le nom. Allez, on se retrouve très bientôt. À ciao, bye bye les amis. Thank you.